Alain-Claude Billy-Binzé, bonjour. Bonjour. Sur les 3 îlots disputés entre le Gabon et la Guinée équatoriale, la Cour de La Haye vient de donner raison à la Guinée équatoriale. Quelle est votre réaction ? Vous savez, c'est une catastrophe, c'est une grosse déception. C'est un peu comme si on se retrouvait amputé d'un membre. Le Gabon a toujours revendiqué sa souveraineté sur ces îles et nous avons toujours tout fait en tant que nation pour demeurer unis sur ce sujet et nous allons continuer à être unis dessus pour comprendre ce qui s'est passé. Alors la Guinée équatoriale présentait un traité de 1900 et le Gabon produisait, lui, un traité ultérieur signé en 1974, appelé la Convention de Bata. Mais la Cour a estimé que ce dernier document n'est pas un traité faisant droit et ne constitue pas un titre juridique. Écoutez, c'est la plus haute juridiction des Nations Unies en matière de droit. Nous allons regarder avec le Gabon, les autorités, ce qui s'est passé. Dans tous les cas, depuis Omar Bongo Ondimba jusqu'à Ali Bongo Ondimba, nous avons toujours considéré que ce traité faisait droit et nous l'avons toujours opposé à la Guinée équatoriale qui, jusqu'à présent, n'avait pas du tout trouvé d'argument juridique qui aurait pu être opposé au nôtre. Maintenant qu'une décision a été prise, nous attendons qu'on nous explique ce qui s'est passé réellement dans ce dossier. Mais pour l'heure, encore une fois, nous ne pensons pas faire polémique parce qu'il s'agit d'une question qui concerne la nation et dans ces sujets-là, il faut être rassemblés dans un premier temps. Devant la Cour, la partie gabonaise a reconnu que le document original de la Convention de Bata était introuvable et qu'elle ne pouvait produire qu'une photocopie. Est-ce que cette histoire de photocopie n'a pas affaibli la position du Gabon ? Certainement que si c'est cela qui a été dit, ça a pu affaiblir la position du Gabon, mais encore une fois, nous attendrons que les autorités s'expliquent pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé dans ce dossier, parce que jusqu'à présent, tous les éléments qui avaient été produits ont permis au Gabon de tenir une position juridiquement jouable et équitable. Depuis 1972, l'îlot Mbagné est occupé par la marine gabonaise. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Non, elle n'est pas occupée. Cette île, elle est gabonaise. Si nous y sommes allés, c'est parce qu'on considère comme gabonaise. Si vous dites occupée et que j'accepte ce terme-là, ça veut dire que c'était pas à nous. C'est notre île. On y a fait jouer tous nos droits. On y est installé. Se passe là-bas des activités gabonaises. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au vu de la décision qui vient d'être prise. Est-ce qu'un accord à l'amiable peut être trouvé entre Libreville et Malabo ? Écoutez, nous ne sommes pas des États qui, dans ce dossier, avaient privilégié la confrontation. Je crois que le sujet d'une discussion est toujours ouvert et on verra ce qui va se passer. Pour l'heure, nous attendons de savoir qu'est-ce que les autorités gabonaises ont à nous dire sur ce dossier pour savoir dans quel sens on va aller et dans quel sens ce sera fait. Alain-Claude Billy-Binzé, l'exfiltration de la famille Bongo vers l'Angola, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Vous en pensez quoi ? Ce que je pense de ce dossier depuis le début, c'est que le pouvoir actuel, il a fonctionné sur la dissimulation, sur la manipulation, et ça se termine comme ça s'est vu aujourd'hui, à savoir l'opacité totale. Rien n'a été dit du contenu du dossier, rien n'a été dit des montants qui sont supposés avoir été détournés, rien n'a été dit des complicités éventuelles, et donc c'est un dossier qui dès le départ a été très politisé, et ça se termine dans la confusion totale, avec une absence par les autorités gabonaises d'une communication, et n'assument pas ce qui s'est passé dans ce dossier. Alors vous parlez de dissimulation, quand le député de transition Geoffroy Fumboula s'exclame « Ce transfert est une honte car c'est le prix à payer pour la réintégration du Gabon dans l'Union africaine ». Vous êtes d'accord ou pas ? Je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas sur quoi il fonde son argumentaire. Ce que je sais, moi, c'est que les questions de droit doivent être les mêmes pour tous. Et dès le départ, j'ai indiqué 2 choses. Soit M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sylvia Bongo et tous les autres qui sont concernés par ce dossier sont coupables, auquel cas il faut les juger. S'il y a des éléments dans le dossier, s'il n'y a pas d'éléments dans le dossier, qu'on les libère, parce que ce dossier manifestement est vide. Alors pour la libération de la famille Bongo, le président de la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, s'est exprimé publiquement, mais est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs chefs d'État africains qui ont plaidé aussi en leur faveur ? De ce que nous savons, c'est qu'il y a eu plusieurs interventions de chefs d'État africains, mais ça, dès le lendemain du coup d'État. Et le pouvoir gabonais a toujours opposé la nécessité de respecter la justice, de laisser aller la justice jusqu'au bout, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. On parle de haute trahison. S'il y a haute trahison, comment peut-on laisser partir ? Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans le dossier. Mais à votre avis, pourquoi ces libérations ? À cause de ces pressions internationales ? Si on regarde bien ce dossier, je crois que les autorités gabonaises avaient même intérêt à ce qu'il n'y ait pas de procès, contrairement à ce qui a été dit. Parce que s'il y avait eu procès, ces autorités n'auraient pas pu tenir par rapport
rapport aux révélations qui auraient pu être faites. D'une certaine manière, on leur a sauvé la mise en laissant partir Sylvia Bongo et Nourdine. Alors vous dites qu'il n'y aura pas procès, mais le procureur général de Libreville a dit le contraire vendredi dernier. Il a dit que malgré ce transfert, la procédure continuait et qu'il y aurait procès. Le procureur relève du ministère de la Justice, qui relève du gouvernement, qui est géré par le président, qui est chef du gouvernement. Et je ne vois pas du tout en quoi est-ce que ce qu'il a dit ce jour-là va être opposable à ce qui a déjà été fait, à savoir la dissimulation, à savoir l'incapacité à assumer, à savoir que dans ce dossier-là, où c'est la justice, où c'est la politique. Lorsqu'il y a eu des négociations, personne n'a été informé qu'il y avait négociations. On découvre un beau matin que ils sont plus là. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus là? Personne n'assume cela au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, et on envoie un procureur un peu jouer les pompiers. Mais vous qui avez été vice-premier ministre, puis premier ministre du Gabon entre octobre 2022 et août 2023, est-ce que vous pouvez dire qu'entre ces deux dates, vous avez été témoin de détournement de fonds publics par le président Bongo et sa famille? D'abord, le président Bongo n'est pas inculpé. C'est cela aussi qu'il faut dire dans ce dossier. Les autorités gabonaises ont toujours dit que le président Ali Bongo ne faisait l'objet d'aucune poursuite dans ce dossier. Et donc, il s'agit là de quelque chose d'assez extraordinaire. On accuserait donc des gens qui n'étaient pas en responsabilité, qui n'étaient pas des agents publics, d'avoir détourné de l'argent public. C'est pour cela que j'ai toujours dit, moi je connais pas le contenu du dossier, mais on nous a même pas dit quel montant a été détourné. On nous a pas dit quels biens ont été détournés. C'est une opacité totale. Et c'est cette opacité qui pose problème aujourd'hui. Est-ce que vous avez été témoin, quand vous étiez vice-premier ministre, puis Premier ministre, de détournement de fonds publics par Madame Sylvia Bongo et Monsieur Nourdine Bongo? Mais absolument pas. Les fonds publics sont gérés par le comptable public, sont gérés par le trésor public, et on nous a pas encore dit qui ont été les complices parmi les agents du trésor public, qui a permis qu'il y ait des détournements. Personne n'en parle. Je ne vois pas comment quelqu'un qui n'est pas agent public aurait pu détourner. Dans votre livre « Oser l'espérance » que vous avez publié il y a 6 mois, vous dites, Alain-Claude Bilibinzé, que le cabinet du président Ali Bongo était plus puissant que votre position de Premier ministre et que vous avez vu personnellement comment on a trompé le président Ali Bongo de l'époque. Concrètement, est-ce qu'il y a eu détournement de fonds publics? Mais quand j'étais Premier ministre, Nourdine Bongo n'était plus au cabinet d'Ali Bongo et Sylvia n'a jamais été au cabinet d'Ali Bongo. Donc, je vous dis encore une fois, moi, je n'ai pas été témoin de cela. Par contre, lorsque je dis que le cabinet était très puissant, oui, il l'était et il est encore aujourd'hui. C'est un des problèmes du système politique gabonais. Avec un cabinet hyper puissant, il était hier, il est encore plus aujourd'hui. Mais est-ce que ce cabinet de l'époque Ali Bongo n'était pas sous la tutelle de Nourdine Bongo, le fils d'Ali? Monsieur Nourdine Bongo a eu des fonctions officielles, le coordonnateur général des affaires présidentielles. Si les enquêtes remontent à cette période-là, c'est possible, mais je ne sais pas à quelle période remontent les enquêtes. C'est pour cela que j'ai du mal à répondre à cette question-là, parce qu'il y a opacité dans le dossier, on ne sait pas ce qui est reproché exactement. Ça remonte à quand? Ça concerne quel montant qui a été détourné? Sur quelle ligne budgétaire? On n'en sait rien. Et c'est pour ça que ce dossier, il est opaque et il n'est que politique en plus. Et quand vous écrivez, Alain-Claude Bilibinzé, que vous avez vu comment on a trompé Ali Bongo, qui c'est qui l'a trompé? Ce que j'évoque dans ce dossier, c'est toute la période qui a concerné depuis Meksan Akrombesi, depuis Brice Akuche Alianga, jusqu'au cabinet qu'on appelait la Young Team. Et la Young Team, c'était l'entourage très proche de Sylvia et Nourdine Bongo. Mais tromper, ce n'est pas nécessairement détourner de l'argent public. Moi, je n'ai jamais vu de l'argent public à la présidence de la République. Je vous dis encore une fois, s'il y a des éléments dans le dossier, qu'on juge, qu'on dise quels éléments. Aujourd'hui, c'est opacité totale. Quel est le montant qui a été détourné? C'est possible que l'argent ait été détourné, mais c'est lequel argent? Si ce montant a été détourné, c'est quel montant? Qui l'a détourné? Avec quelle complicité? Avec quelle banque? Avec quel comptable public? On n'en sait rien du tout. Rien. Après chaque conseil des ministres de l'époque, le président Oligui Nguema dit que les décrets partaient à la signature chez Sylvia Bongo qui disposait du cachet présidentiel. Est-ce que vous confirmez? Je ne peux pas le confirmer. Quand c'était le conseil des ministres, j'allais à mon bureau. C'est M. Oligui qui était le patron de la garde républicaine, qui savait donc ce qui se passait et c'est lui qui peut le dire, l'affirmer. Moi, je n'en sais rien du tout. Et est-ce que vous êtes certain que, malgré sa maladie, c'est Ali Bongo qui signait lui-même les décrets présidentiels qui étaient décidés en Conseil des ministres? Mais moi, j'ai vu Ali Bongo signer les décrets. J'ai vu signer également des traités internationaux. En ce qui concerne les autres éléments, je n'en sais strictement rien. Et chacun des membres du cabinet qui était là devrait pouvoir répondre devant la justice. C'est pour cela que j'ai demandé qu'il y ait cette commission vérité, justice et réconciliation, que nous sachions ce qui s'est passé au Gabon à partir d'octobre 2018. Pourquoi on refuse cette commission? Pourquoi ils ne veulent pas en parler? Pourquoi est-ce qu'on essaye de tout noyer dans un faux procès qui n'aura pas lieu? Alors après le transfert de la famille Bongo, un des avocats français de cette famille, François Imray, a déclaré que pendant leurs 20 mois de détention, Sylvia et Nourdine ont été dépossédés de leurs biens à l'occasion de séances de torture. Est-ce que cela vous paraît crédible? En tout cas, on n'a pas entendu les
les autorités gabonaises dire le contraire. C'est une accusation très grave de la part de quelqu'un qui a été ambassadeur de France, qui est avocat au barreau de Paris, qui est spécialisé dans la question des droits de l'homme. Il doit savoir de quoi il parle. Il a vu ses clients, moi je ne les ai pas vus, et donc s'il l'affirme, c'est qu'il a des éléments pour l'affirmer. Il faut maintenant que les autorités gabonaises s'expliquent. Est-ce que vous pensez que Sylvia et Nourdine Bongo ont été fortement incités à révéler leur numéro de compte bancaire et à accepter le transfert de leur fortune aux nouvelles autorités gabonaises? Moi, ce que je pense importe peu. Les faits ils sont là. Les avocats de Sylvia Nourdine ont affirmé cela publiquement et il n'y a eu aucun démenti des autorités gabonaises. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que dans ce dossier-là, que le gouvernement s'explique parce que les accusations sont très graves. C'est très grave comme accusation de torture, d'extorsion. C'est très grave. Mais après tout, Alain-Claude Willy-Binzé, si des gens qui ont détourné de l'argent public rendent cet argent et acceptent des transferts de fonds au bénéfice de l'État gabonais, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle au final pour la population gabonaise? Il faut qu'il y ait la transparence. Si l'argent a été détourné et rendu au pouvoir gabonais, il a été rendu à qui? Quel montant? Transféré sur quel compte? À usage de qui? Il faut qu'il y ait la transparence dessus. Or, sur ce dossier-là, ce qui marque les esprits, c'est l'opacité. Si l'argent a été détourné et retrouvé, qu'on dise quel montant, il a été retrouvé où et il est transféré à qui, quand, comment, de manière transparente. Alors d'après vous, pour la famille Bongo, est-ce que l'Angola est un pays de destination ou un simple pays de transit? Je ne les ai pas vus, je ne peux pas répondre à leur place, mais dans tous les cas, ils choisiront où aller. Moi, je n'en sais rien. Et encore une fois, voyez-vous, dans ce dossier, c'est le procureur qui est venu s'expliquer devant les médias. Mais est-ce que c'est le procureur qui a autorisé qu'un avion angolais entre dans l'espace aérien gabonais, atterrisse et reparte avec des passagers? Le pouvoir gabonais l'a autorisé, mais il ne l'assume pas. Le pouvoir gabonais a engagé des négociations qu'il n'assume pas. Quels sont les termes de ces négociations? Personne n'en sait rien. Et c'est un vrai sujet de démocratie, de transparence et de respect des populations. Aujourd'hui, beaucoup de populations se sentent flouées, trahies. Est-ce que vous avez parlé à la famille Bongo depuis qu'elle a quitté le Gabon? Non, pas du tout. Est-ce que ce souci de transparence que vous avez pour toute cette procédure, ce n'est pas lié au fait que vous êtes proche de la famille Bongo et est-ce que vous ne craignez pas que cela vous fasse du tort dans l'opinion gabonaise? Je ne demande pas de transparence uniquement pour la famille Bongo. Je demande la transparence dans la gestion des dossiers de l'État. J'ai été en campagne électorale et j'ai indiqué que l'État de droit, c'est la protection des libertés. J'ai dit que l'État de droit, c'est le respect de la loi. Je dis que lorsqu'il y a un procès concernant les deniers publics, cela concerne l'opinion publique qui doit savoir ce qui s'est passé. Après, d'avoir fabriqué, on va dire ça comment, aux yeux de l'opinion, des boucs émissaires, dont moi-même, je trouve que c'est malheureux de la part d'un pouvoir. Il faut la transparence, il faut l'équité. Depuis quelques jours, le nouveau gouvernement est en place avec des objectifs ambitieux, notamment la fin des délestages d'ici 2 ans et une croissance annuelle proche des 10%. Est-ce que vous lui dites bonne chance? Oui, je lui dis bonne chance parce que c'est le Gabon. Je dis que c'est très bien, on attend de voir. Mais vous avez l'air sceptique. Lorsque je regarde de manière objective les indicateurs qui sont aujourd'hui en place, lorsque je vois comment se tient le pétrole sur le marché international, lorsque je vois ce qui se passe avec Donald Trump et autour de la BAD et des aides à l'Afrique, je me pose des questions. Lorsque je vois l'état des finances publiques, je me pose des questions. Lorsque je vois qu'on va bientôt discuter avec le FMI, je me pose des questions. Et donc, puisqu'il semble affirmatif, on attend de voir. La nomination du grand banquier Henri-Claude Oyima au ministère de l'économie et des finances, est-ce que c'est pour vous un bon choix? Essayons de ne pas être dans des débats de personnes. Monsieur Henri-Claude Oyima a prouvé ses compétences en faisant de BGFI la première banque de la sous-région. Ça, c'est un fait. Le problème qui se pose, c'est d'avoir à la fois à gérer la plus grande banque de la sous-région, avoir à gérer les capitaux privés et à gérer ensuite l'argent public. Et donc, il y a un grand risque de mélange entre ce qui est privé et ce qui est public. Et ce risque, il est réel. C'est pour cela que les lois gabonaises interdisent cela. Les directives sous-régionales l'interdisent également. Il ne peut pas faire les deux. À son chef de prendre la décision et à lui de prendre la décision, mais ce n'est pas possible de faire les deux. Le vice-président Alexandre Barraud-Chambrier a dit sur RFI qu'Henri-Claude Oyima quitterait ses fonctions à la tête de la BGFI Bank. Écoutez, l'État gabonais attendra. La BGFI est prioritaire, c'est ce que ça veut dire. Voici le pouvoir que nous avons en place qui privilégie les intérêts privés par rapport à l'intérêt public, donc l'État. Est-ce que vous vous rendez compte, lorsqu'on est ministre de l'économie, qu'on est gouverneur des banques, on assure la tutelle des banques? Quelle tutelle peut-il assurer dans ces conditions-là? Quelle est la situation par rapport aux concurrents éventuellement? Lorsqu'on est ministre de l'économie, nous sommes également à la tête des marchés publics. On gère les impôts, on gère les douanes et on gère le trésor en tant que ministre des Finances. Et tout ceci par la même personne qui gère encore la première banque du pays. C'est un mélange qui n'est pas acceptable. Oui, mais c'est pour ça que je vous précise que sur RFI samedi dernier, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barraud-Chambrier, a précisé que M. Oyima quitterait très bientôt ses fonctions
à la tête de la BGFI Banque pour qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts. Ça devrait vous rassurer, non? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit d'aménager M. Henri-Claude Oyema et quitterait quand il aura fini de faire atterrir, comme lui-même l'a dit, son avion BGFI. Et donc l'État gabonais n'est pas prioritaire dans ce dossier. Que fait l'État gabonais? Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Les décisions qu'il prend au quotidien engagent qui? Il y a un vrai problème de transparence, un vrai problème de mélange de genres. Et M. Barreau-Chambrier a dit ce qu'il a dit. Ça l'engage. L'État gabonais aujourd'hui est à genoux face à des intérêts privés. Alain-Claude Bilibinzé, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci.